fille, quoi. Elle est très bien. Elle parle à tout le monde, c'est vrai, elle est joyeuse. C'est ma fille, elle est parfaite. Je lance un appel à tout le monde. Tous ceux qui peuvent nous aider, c'est vraiment un appel au secours. On est déjà en train de péter un plomb. Nous-mêmes déjà on va retrouver notre gamine. On sait pas où est notre pépette. Cette semaine, j'ai fait quoi? J'ai fait rangement que la chambre de Fiona. Parce que je me suis dit comme ça, elle va rentrer, elle va retrouver sa petite chambre, son petit lit bien propre avec les petits nounours tout bien rangés. On est écœurés, on a la haine, on s'attendait à une fin comme ça. Mais là, forcément, ce qu'on entend, de l'avoir enterrée, qu'elle ait été là, qu'elle ait regardé. Je la connais pas, mais je ne pardonne pas. Je suis père de famille de 5 enfants. Je peux pas pardonner, c'est inhumain. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé et où est ma fille aussi. La seule chose qu'elle a su me dire, c'est qu'elle avait réussi à l'enterrer, qu'elle avait fait une prière et voilà. L'affaire commence par des lecteurs de la montagne qui téléphonent au standard. 1, 2, 3, ils nous disent que des hélicoptères volent à très basse altitude au-dessus du parc Montjusé à Clermont-Ferrand. Il était 20h30. Quand j'arrive, je monte à pied jusqu'à l'entrée principale du parc. Ce qui me saute aux yeux, c'est que déjà, on a pas mal de policiers et surtout des personnalités type préfet, procureur qui sont déjà sur place. Ça fait un petit moment quand même que je travaille au service police-justice de la montagne et ça ne m'était jamais arrivé. Que ces deux personnes soient là en même temps. Et physiquement et en même temps. On découvre que la maman de la petite fille recherchée est dans l'ambulance et qu'elle est entendue, elle commence à être entendue déjà par les policiers. L'un des policiers explique au procureur de la République, attention, la mère est confuse. Sur un ton qui, pour moi, justifiera ensuite que le procureur de la République n'ait pas déclenché l'alerte enlèvement. La patrouille a des doutes puisqu'elle indique qu'elle s'était endormie sur un banc à l'arrière du parc alors qu'elle était avec ses deux filles, 4 ans, 2 ans. Et quand la patrouille va à l'endroit, il n'y a pas de banc. Donc première chose qui étonne les premiers policiers intervenants. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de jeu à proximité. Ça paraissait quand même suspect. Lundi 13 mai, on se retrouve tous au même endroit, à l'entrée principale du parc de Montjusé. Il y a énormément de monde, évidemment énormément de médias, déjà très tôt. On a le procureur, on a les services de l'État qui sont là, avec une tension qui est vraiment palpable. L'ambiance a complètement changé, un périmètre de sécurité a été mis, on n'a plus du tout accès à l'entrée du parc. Les journalistes sont très nombreux, j'avais très peu dormi, j'étais un peu perdue. Pour tout dire, j'ai essayé de faire ce que j'avais fait la veille et de passer le cordon de sécurité, j'y suis pas arrivée. C'est comme si on avait mis une vitre entre moi et l'affaire alors que la veille, il n'y en avait pas. Cette animation inhabituelle nous fait dire qu'on n'est pas vraiment sur un simple fait divers, sur une simple disparition. Parce qu'en plus, vous avez les 2 numéros d'appel. Fiona a disparu hier après-midi du parc Montjusé. Elle était avec sa maman. La maman est enceinte de 6 mois. Elle attend un nouvel enfant, donc bon, elle est un peu fatiguée. Elle s'est assoupie un bref instant et c'est à son réveil qu'elle a vu que Fiona n'était plus là. Et est-ce que le témoignage de la maman vous paraît crédible? Oh oui, bien sûr. Pour l'instant, on n'a pas de raison de le remettre en question. Oui, tout à fait. Notre idée était de dire si personne n'a vu Fiona dans le parc, on démonte la version de Cécile. On a eu des dizaines et des dizaines d'appels, dont 2 témoignages qui disent on a vu la petite aux alentours de 17h, 17h30 dans le parc. Ce qui vous arrange pas? Ah, pas du tout, parce qu'en fait ça a accrédité sa version
à elle. Au dernier moment, on m'a dit écoute, va, il devait être 19h, va en bas de chez Cécile Bourgeon et on doit attendre qu'elle revienne du commissariat où elle a fait sa première déposition. Et puis il se passe des heures et des heures. Elle arrive, je me souviens, avec un sac de fast-food à la main. Évidemment, on a besoin de cette image, on a besoin d'avoir ses premiers mots, on a besoin d'entendre ce qu'elle a pu raconter, on a besoin d'avoir des éléments supplémentaires. Non, s'il vous plaît, messieurs. Et on la traque, en fait. On la traque, on l'enserre de façon très très proche quand elle sort de sa voiture jusqu'à l'entrée de son bâtiment. Et elle fait toute chétive, elle fait toute fatiguée, elle fait toute fragile. Et ça ajoute un doute. On se dit, si elle n'y est vraiment pour rien, c'est dur ce qu'elle est en train de vivre. En 2013, c'est la figure de la mère éplorée. C'est vraiment une image d'une femme qui a perdu son enfant et qui figure la souffrance, ce qu'on appelle la Mater Dolorosa. Qui est Berkane Makhlouf en 2013 ? C'est le compagnon de Cécile Bourgeon et il est là presque comme un figurant. D'ailleurs, il aura plus ou moins cette position de figurant tout au long de l'affaire aussi. Laissez-nous tranquilles, d'accord? Laissez-nous tranquilles. Ça fait déjà 2 jours, 2-3 jours qu'on fait des allers-retours au commissariat, qu'on n'arrête pas. C'est bon maintenant. Maintenant, on aimerait quoi? On aimerait avoir la paix un petit peu. D'accord? On aimerait qu'on nous laisse tranquille. Cécile, elle arrête pas de faire des saignements, elle mange rien du tout, elle est enceinte, elle a déjà fait une fausse couche. Vous voulez quoi? Vous voulez assister en direct à une fausse couche? C'est la première fois qu'on voit Berkane Makhlouf. On est au pied de son immeuble et il descend à notre rencontre. Il refuse d'être filmé, il veut pas parler. Par contre, il veut mettre les choses au clair. Et dans les mots qu'il emploie à cette époque-là, c'est pas un homme qui vacille. Il est droit dans ses bottes, il emploie des mots très très forts. On est déjà en train de péter un plomb. Je suis en train de péter un plomb. Nous-mêmes déjà on veut retrouver notre gamine. On sait pas où est notre pépette. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on n'est pas en train de devenir fou? On est en train de devenir fou déjà dans l'appartement. C'est mes enfants. C'est-à-dire que pour lui, on sait que c'est les enfants de Nicolas Chafoulé, que c'est le beau-père. Il donne un terme, je me souviens à l'époque, qui m'avait marqué. Il disait c'est ma pépette, je l'aime ma pépette. Je les aime, c'est mes anges. Heureusement, il y a eu des gens, ils savent, ils nous voient tout le temps ensemble et tout. Ils leur ont dit mais c'est un père extra. Moi, je repars, je me dis, il a l'air sincère. Ça nous montre le profil psychologique qui alterne. Voilà. Je pense qu'il est sincère à ce moment-là, mais il nous promène. N'importe qui voit Fiona, n'importe qui a Fiona, ben voilà, qui nous la ramène. Tous les Clermontois, tous ceux qui peuvent nous aider, c'est vraiment un appel au secours. Et puis ben voilà, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. Déjà tous ceux qui veulent faire Jade et le palais de justice qui viennent vers moi. Qui c'est qui va en centre-ville? Là, centre-ville? Oui, c'est bon. Ici, Il faudrait qu'il y ait une affiche comme ça dans tous les magasins. Voilà, ça serait bien et mobiliser le maximum de personnes. Je pense que les parents de cette petite sont contents que la population clermontoise lui vienne en aide. Je suis partie seule avec mes enfants, après on est arrivé là, puis une fois que je me suis réveillée, Fiona elle est plus là. Du coup voilà, après on a cherché pas. Je veux bien montrer tout ce que j'ai fait, là où j'ai été, là où on a été. Je le dis, je le redis, on a besoin d'aide, que ce soit moi, que ce soit mon homme, que ce soit même Eva, même Fiona, c'est. Est-ce que son discours des fois varie sur des souvenirs? Est-ce que vous vous rendez compte d'incohérences? Nous non, parce que ça n'est pas notre travail de vérifier que tout est parfaitement carré, que les heures correspondent. Nous n'avons pas le regard des enquêteurs. À un moment, elle a demandé à s'éloigner pour fumer. Et j'ai été avec elle et on a eu une discussion dans laquelle je lui ai fait comprendre que j'étais pas d'accord avec sa version et que je n'y croyais pas. En fait, je lui ai demandé si elle était croyante. Elle m'a dit oui, avec un oui comme ça. Je lui ai dit qu'elle pouvait peut-être
pour se faire pardonner, aller mettre un cierge à la cathédrale de Clermont-Ferrand. Et j'ai vu qu'elle avait marqué le coup. Cécile Bourgeon, c'est une personne, on va dire, fragile, qui a de vrais problèmes de toxicomanie, notamment lorsqu'elle rencontre le papa de Fiona, Nicolas Chafoulet. Ils se sont rencontrés très tôt, hein. Nicolas avait 17 ans, elle avait 15 ans. Ils ont eu très vite des enfants, 2 enfants rapprochés. C'est Nicolas Chafoulet, le papa poule. C'est Nicolas Chafoulet qui emmène les enfants à l'école, qui va les chercher à midi, qui les fait déjeuner. Je me sens pas super. Je suis inquiet, comme tout le monde. Surtout que là, ça va faire 3 semaines et quelques jours qu'on n'a pas de nouvelles de ma fille. Aucune. Donc, ouais, c'est plus que préoccupant maintenant. C'est beaucoup de souffrance, beaucoup de questions, de regrets, sentiment de honte, de culpabilité. Mais en même temps, c'est ce que je dis, il faut toujours positiver. Je m'en veux. Parce que voilà, je suis quand même une maman et je me suis dit, j'ai pas su protéger ma fille. Je me dis que ma fille, elle s'est juste perdue et qu'on va la retrouver dans pas longtemps. Ça paraît peut-être pas grand-chose, mais cette semaine, j'ai fait quoi? J'ai fait le rangement un peu de la chambre de Fiona. Parce que je me suis dit, comme ça, elle va rentrer, elle va retrouver sa petite chambre, son petit lit bien propre, avec les petits nounours, tout bien rangé. C'est des petites choses qui font que, ça permet de garder un peu espoir. C'était une petite fille, quoi. Elle est très bien. Elle parle à tout le monde, c'est vrai, elle est joyeuse. C'est ma fille, elle est parfaite. Hein. J'étais trop fière d'elle, je suis trop fière d'elle, je suis fière de mes enfants. Et du coup, ouais, c'est trop dur. C'est vraiment dur. Je voulais pas pleurer et puis Elle avait donné beaucoup d'interviews au début, en pleurant, en se montrant très émue, en demandant à ce qu'on lui rende sa fille. Nicolas Chafoulet, il sentait vraiment la duplicité, c'est-à-dire qu'il la voyait vraiment jouer un rôle de composition. Mais je pense qu'il était prêt à tout accepter, effectivement, l'enlèvement. À aucun moment, il n'a cru que Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf étaient responsables du décès de Fiona. On a attendu qu'elle ne soit plus enceinte parce qu'on savait qu'on allait se heurter à des mensonges et à un peu de, je le mets entre guillemets, de cinéma. 6 mois de grossesse, on la place en garde à vue et évidemment, elle va faire un malaise et là, le médecin va décider de son hospitalisation, on ne pourra pas continuer. Le juge d'instruction de Clermont-Ferrand va procéder à la mise en examen de Cécile Bourgeon et de Berkane Makhlouf. Nous n'avons pas encore trouvé le corps de Fiona. Des investigations ont été lancées cet après-midi. Elles continueront dans les jours qui viennent. Très vite, hein, ça a été concentré sur un récit d'un corps qui aurait été enterré dans les bois d'Eda, Eda que tout le monde connaît. C'est pour ça que ça a fait sens à tout le monde. Ici, à Clermont, on est resté des dizaines d'heures à attendre, à scruter, à regarder les déplacements des fourgons, à observer des descentes dans les talus, etc. Pour aucun résultat. Ils disent le dimanche, on a pris la voiture, Makhlouf avait plus de permis de conduire, donc ils disent c'est Cécile qui conduisait, on a décidé d'aller enterrer Fiona de manière un peu ritualisée, quoi. Et puis ils partent, ils ont pas de pelle. Et puis en fait, dans les virages, ils voient une ferme, ils s'arrêtent, et là ils auraient trouvé une pelle. Alors, on a bien sûr interrogé le fermier, il n'y a jamais eu de pelle à cet endroit-là, quoi. Mon analyse, on a perdu du temps. On est passé de l'émotion la plus forte à la haine la plus absolue. Il y aurait pu avoir des choses beaucoup plus dures s'il n'y avait pas un service de sécurité très fort lors des transferts de Cécile Bourgeon au tribunal, etc. En fait, la haine qu'ils ont ressentie et la haine qu'ils ont exprimée était inversement proportionnelle à l'empathie qu'ils avaient pour elle au début de l'affaire. Je ne peux pas pardonner, c'est inhumain. De l'avoir enterrée, qu'elle ait été là, qu'elle ait regardé, qu'une maman puisse voilà, garder ça pendant 4 mois.
avait plus de contacts. Berkham, il les a fermés, les contacts. C'était lui qui parlait, lui qui prenait les décisions. Vu ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ma fille devait pas être belle à voir si on ne me les a pas donnés. Il tombe de l'armoire, quoi. Quand vous mettez sous le nez un père, vous faites asseoir dans votre bureau et dites voilà, on va lire la confrontation qu'il y a eu entre Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, ou les interrogatoires de Cécile Bourgeon, et puis on va vous lire le passage où Fiona était un véritable punching ball. Le samedi, jour où des coups auraient pu être portés, soit par Madame Bourgeon, soit par Monsieur Makhlouf, selon la déclaration de l'un ou de l'autre, nous avions une enfant qui avait déjà été blessée depuis le début de la semaine et qui était dans un état de santé précaire. Je pense qu'ils sont perdus, qu'ils sont enfermés l'un et l'autre dans leurs déclarations, qu'ils sont aussi animés par des enjeux procéduraux. On a parlé de pacte de non-agression. Ça n'est pas vrai. Cécile Bourgeon a mis en cause Berkane Makhlouf dès sa garde à vue. Cécile Bourgeon est totalement métamorphosée, elle a énormément grossi. Et ça, c'est la première surprise, c'est le premier contact visuel qu'on a avec elle. Physiquement, lui aussi, il a changé. On voit, il a le visage bouffi, donc là aussi, sans doute l'effet des médicaments et de l'arrêt des stupéfiants. Avec une voix un peu pâteuse, on n'est plus du tout dans la personne véhémente qu'on avait pu découvrir 3 ans avant. C'est un procès qui sera long. Les questions essentielles qui se posent, ce sont celles de savoir qui a fait quoi. Il n'a jamais dit que Cécile Bourgeon avait porté des coups qui avaient entraîné le décès de Fiona. Il a parlé d'un coup de pied aux fesses et d'une gifle, certainement pas de coups qui auraient entraîné le décès. Nous venons simplement plaider devant la cour d'assises que c'est une mauvaise mère, c'est une évidence, qu'elle a menti à la France entière, qu'il y a toutes les raisons de la détester, mais qu'en revanche, sur le terrain probatoire, il n'y a aucune preuve absolue de ce qu'elle ait pu porter un coup. Lui est plutôt constant dans son attitude. Les accents de sincérité semblent plutôt de son côté, quand il évoque Fiona, quand il parle de sa pépette. Le seul moment de sincérité, c'est la découverte du corps. Et là-dessus, je trouve que Makhlouf est très crédible lorsqu'il dépeint effectivement cette scène atroce où il découvre Fiona morte, avec tout ce qu'il a peut-être tenté de faire. Là, je le crois. Alors, ces accents de sincérité, on ne les a pas sentis chez Cécile Bourgeon, qui paraît beaucoup plus calculatrice, manipulatrice. Le mensonge est plus important que la vérité. Je pense à Cécile. Juste avant la suspension, j'ai fait état d'un témoignage qui m'est parvenu dans la nuit, en toute fin de soirée, qui, au regard des éléments qui m'ont été apportés dans ce témoignage, que j'ai jugé crédible. Le moment marquant, c'est un moment très pathétique où le procès a commencé depuis quelques jours et l'une des avocates des parties civiles fait intervenir une sorte de voyante extralucide qui dit avoir été contactée par Fiona quelques jours avant et être en capacité de dire où se trouve le corps de Fiona. Et là, il se passe quelque chose qui n'arrive jamais. On prend nos affaires et on part comme des balles, direction le lac d'Eda, à suivre les enquêteurs qui sont déjà sur place, à sonder. A posteriori, on se dit mais ça n'a pas de sens. Il va s'avérer, mais malheureusement sans grande surprise, que c'était une mythomane complète. Et tout ça se termine sur un coup de mauvais théâtre où en fait elle s'évanouit à la barre. Imaginez qu'on retrouverait Fiona sur la base de photographies qui avaient été versées par une hypnotiseur dans des circonstances ubuesques. Ça a été un moment difficile pour tout le monde. Et puis, quelle image de la justice. Alors vous êtes là depuis quelle heure? Depuis 6h15. On est en droit, du coup on nous avait dit qu'il fallait venir super tôt si on voulait rentrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Pour voir, parce que cette Cécile Bourgeon, vraiment... Elle vous intrigue?
Ah oui. Mais bon, ils diront rien. Ils se cachent derrière la drogue. Je vais même venir vendredi voir le suspense pour voir combien elle en prend. Il y avait une curiosité sans doute un peu malsaine. Hein. On venait voir les deux monstres dans le box. Hein. C'était aussi clair que ça. Il y avait un côté aussi très voyeuriste. C'était comme au théâtre. Voilà, on venait au spectacle. Le fait divers dans le sens où on regarde la petite histoire qui arrive à des petites gens avec un peu de mépris, avec un peu de fascination, avec beaucoup d'émotions, eh bien c'est quelque chose qui existe depuis toujours. On en veut énormément au public qui pensait nous aider et qui nous a totalement desservis. Vraiment. Surpris, oui. Le fait qu'il y ait un tel décalage entre les deux peines prononcées, ça a surpris absolument tout le monde. Je crois que c'est surtout la vérité qui perd, avant toute chose. On a un tabou en France. Une mère ne peut pas mettre fin au jour de son enfant. Elle est acquittée, c'est une immense satisfaction. Le droit l'a emporté sur la rue. J'envisage demain de faire le point avec M. Maclouf et éventuellement de solliciter un second procès. Cécile Bourgeon a été acquittée pour les faits les plus graves, à savoir les coups mortels. La cour d'assises l'a condamnée sur le terrain de la non-assistance à personne en danger à une peine de 5 années d'emprisonnement. Il y a eu des applaudissements pour accueillir l'acquittement sur les faits criminels. On a trouvé que c'était un peu... ça nous a mis une motivation supplémentaire. Nicolas Chafoulet était révolté parce que pour lui, elle est au centre de ce qui s'est passé. Cette décision finale lui semblait en totale contradiction avec ce que les débats avaient pu faire ressortir de la responsabilité quand même de Cécile Bourgeon. Un appel donc qui intervient, on repart à zéro. C'est un nouveau procès et à ce moment-là, on ne sait pas vers quoi on s'oriente à nouveau. Nous étions à la fin de la première semaine. On avait le sentiment que la cour d'assises et certains acteurs judiciaires étaient en service commandé contre Cécile Bourgeon, à tel point que certains ont dérapé et n'ont pas hésité à mettre en cause personnellement les avocats de la défense. Je reviendrai pas. On a véritablement super travaillé en équipe. Et ça a super marché. On a Marie Grimaud, les talons hauts, on en jouait quoi. Et elle est arrivée à perdre ses moyens devant Marie Grimaud, qui était tout ce qu'elle aurait adoré être. Elles étaient une sorte d'antinomie, d'antithèse l'une de l'autre. Et effectivement, cette antithèse, elle crée tout le temps une sorte d'événement que recherchait l'accusation, parce que c'était les moments où Cécile Bourgeon pouvait éventuellement en dire un peu plus et sortait de sa réserve. Donc il y avait un côté stratégique. Au moment où je dépose, je parle du chien, du Saint-Hubert, et donc c'est Berkane qui me dit « Commissaire, qu'est-ce que vous avez donné comme jouet à sentir au chien ?» Et alors là, il y avait un singe et un renard. Et en fait, on a donné ce singe à renifler au Saint-Hubert qui était le jouet de la petite, de Eva, de la petite sœur de 2 ans, qui a quand même été dans le parc avec Cécile. Et quand je comprends qu'elle nous a manipulés au moment de la présence dans le parc, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une formule que je ne dirai pas là, mais les jurés l'ont vu. Berkane Maclouf l'a vu. Je pense que ça a joué un rôle important sur les jurés. Elle a baladé le monde entier, quoi. Elle a baladé les Français, les journalistes, vous a baladé le procureur, qui s'en défend mais qui la prend quand même autour de la taille par Montjusé, le juge d'instruction, je n'en parle même pas. Donc ouais, elle a baladé tout le monde, quoi. Elle est quand même redoutable. On a eu le sentiment tous, d'ailleurs, où que l'on soit, que ce procès était fait pour que la justice se ressaisisse. Comme si l'acquittement
était une insulte à l'opinion publique. Il fallait enfin condamner Cécile Bourgeon. Quel que soit le dossier, quels que soient les éléments, il fallait rectifier le tir. Le tir avait été rectifié. Montez juste sur le trottoir s'il vous plaît, messieurs, dames. Nicolas Chafoulet, sonné, KO, qui est persuadé que le fait qu'elle va comparaître libre devant la cour d'assises de Lyon, les jurés pourront pas la remettre en prison, que ça sera mission impossible. Il dit on remet pas en prison quelqu'un qui est libre. Qu'elle arrive libre, j'espère que ça ne lui a pas porté préjudice, c'est l'application de la loi. Sur le fait qu'elle passe 1 an et demi dehors sans aucune difficulté, mais qu'elle en profite pour refaire un enfant, il est évident que ça a pu choquer. On a l'impression qu'elle a déjà tourné la page pendant cette petite année et demie où elle est dehors, ça ne peut pas jouer en sa faveur. C'est quelqu'un qui est capable de renaître 1000 fois de ses cendres et qui, à ce titre-là, est à la fois fascinante et dangereuse. Et ça montre aussi une forme de pathologie à faire un déni du réel et du passé qui est phénoménal. Pendant les 3 semaines, elle a fixé le fond de la salle. Elle avait des attitudes immatures, voire choquantes, lorsque le président lui parle de l'anniversaire de Fiona et qu'elle ne savait plus quel âge aurait eu Fiona. C'était des choses qui peuvent emporter l'intime conviction des jurés. Le verdict, donc, elle prend 20 ans et lui 18. C'est la première fois qu'elle prend plus que Maclouf. Quel symbole, quel symbole. C'est vraiment le plus beau des symboles. 20 et 20, on était ravis. Je vous promets que 20 et 18 est encore plus satisfaisant. Le corps, il est où? Est-ce qu'ils ont fait une cérémonie religieuse ou autre? Non, quoi. Ils ne sont pas allés à Aïda. On a un témoin qui nous dit « Mon voisin ne sort jamais les poubelles et cet après-midi-là, je l'ai vu sortir avec un sac poubelle sur le dos et se diriger vers le conteneur. » Ils nous vendent effectivement quelque chose parce que la réalité, on ne peut pas la dire. Un mois après, les collègues de la PJ, on s'est interrogés, mais on va quand même aller vérifier parce que tous les conteneurs poubelles de l'agglo de Clermont-Ferrand vont dans un centre dans lequel on brûle les sacs poubelles. Et un mois après, c'était impossible d'aller fouiller. Il y avait 10 mètres de sacs poubelles sur 100 mètres. C'est hyper toxique, c'était impossible. Ils étaient camés, ils étaient incapables de prendre un véhicule pour faire même pas 2 km ou 3 km. Mon regret sur cette affaire, c'est que cette jeune fille, d'abord, on n'a pas pu voir avant qu'il y avait eu des violences sur elle. La justice est passée. Dommage sur l'aspect moral que cette petite n'ait pas pu dormir en paix dans une sépulture digne de ce nom.